Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 251e grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Nissan Leaf. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy. À vos côtés, chez vous, au travail et partout sur la route. La Nissan Leaf de première génération, c'était ça. En 2010, et puis quelques années plus tard, en 2018, eh bien, c'était ça, respectivement donc la première et la deuxième génération de Nissan Leaf. Deuxième génération qui était d'ailleurs la toute première vidéo postée sur Charging Station, c'était le 11 septembre 2018. Avec cette nouvelle génération, la Leaf change tout, de style, puisque c'est maintenant un SUV coupé, et puis la partie technique également, qui est sur papier très convaincante, avec jusqu'à 217 chevaux, un 0 à 100 réalisé en 7 secondes et 6 dixièmes, et puis surtout jusqu'à 622 km sur une seule charge avec la version équipée de la plus grosse batterie. Voilà qui devrait lui permettre de se faire une jolie place au soleil, elle qui est fabriquée sous la grisaille dans le nord-est de l'Angleterre à Sunderland. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette Nissan Leaf de nouvelle génération? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Dans quelques semaines, après une petite pause estivale, on aura rendez-vous chez Cupra avec la Raval, un essai que vous attendez, je le sais, avec énormément d'impatience. Vous voulez suivre tous les essais de Charging Station, ne rien manquer et bien surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on démarre l'essai de cette Nissan Leaf. Cette Leaf 3.0, je trouve qu'elle a vraiment un chouette look avec cette partie arrière qui me rappelle certaines japonaises des années 80, une partie arrière avec des feux avec effet 3D du plus bel effet. À l'avant, on a sur le bandeau noir un trait lumineux qui relie les phares et au centre le logo éclairé. Cette Leaf propose un CX intéressant, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,25 qui devrait lui assurer un appétit mesuré et pour maîtriser la consommation, elle peut compter entre autres à l'extérieur sur les poignées affleurantes. Perso, vous l'aurez compris, au niveau de la ligne, c'est un petit coup de cœur. On verra dans la suite si le coup de cœur est toujours présent à l'intérieur et surtout sur la route. Concernant la partie technique, on a deux tailles de batterie qui correspondent à deux niveaux de puissance. On parlera des batteries dans un instant. Deux niveaux de puissance, on est ici en présence de la version équipée de la plus grosse batterie et donc c'est la version la plus puissante, je vous le disais, 217 chevaux. Dans tous les cas, le moteur électrique synchrone à aimant permanent est situé sur le train avant, vous le voyez. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est une traction et puis surtout, vous le voyez, il n'y a pas de frunk. On parlera du coffre dans la suite. Concernant la charge tractable, on sera sur 975 kg, 975 kg si la charge est freinée. Ce sera 750 la norme si la charge n'est pas freinée. Et concernant le poids de cette Nissan Leaf, eh bien on sera sur 1789 kg avec la plus petite batterie, 1881 kg avec la plus grosse. La batterie, elle est évidemment située sous le plancher, entre les quatre roues. Notez d'ailleurs que cette Leaf utilise la même plateforme modulaire que son grand frère l'Ariya de Nissan, la plateforme CMF EV qui se montre très efficace sur la route, on en reparlera tout à l'heure. La batterie et sa chimie, c'est du NMC, nickel, manganèse, cobalt, et l'autonomie maximale, on l'a dit, c'est 622 km avec cette version à grosse batterie, une autonomie en théorie très confortable. Nous verrons tout à l'heure sur la route ce qu'il en est dans la pratique. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'avant du côté droit. J'ouvre la trappe de recharge et là, bonne heure, je constate la présence des deux connecteurs, ça c'est normal. Mais surtout, on a des petits caches comme ceci, voilà, des petites portes qu'on ouvre, c'est très très facile. En lieu et place des traditionnels caches en caoutchouc qui vont pendouiller, ce qui n'est pas très très agréable, pas très pratique non plus. Ici, c'est vraiment sympa. Connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien avec un chargeur embarqué de 11 kW. Je vous mets tous les temps de recharge ici. Et puis si vous partez faire un long voyage, un trajet qui en nombre de kilomètres va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, eh bien dans ce cas-là, vous rechargerez sur les superchargeurs avec ces gros connecteurs combo CCS, c'est-à-dire la somme des deux connecteurs. Vous ouvrez donc la deuxième petite porte pour obtenir un accès total. Et dans ce cas-là, le constructeur annonce que la voiture peut accepter jusqu'à 105 kW sur le courant continu avec la plus petite batterie. Ce sera 150 kW avec la plus grosse batterie. Et en termes de temps de recharge, on est sur 30 minutes pour passer de 20 à 80%. Attention, pas 10, 20 à 80% de capacité de batterie pour le 10-80. Comptez évidemment quelques minutes de plus. Alors, est-ce que ça se vérifie dans les faits? Eh bien, j'ai testé ça pour vous. Regardez.
Me voici arrêté à un hub de recharge Total Energy que j'ai pu localiser facilement grâce à l'application Charge Plus de Total Energy. Elle est totalement gratuite, évidemment. Et pour recharger, j'ai ma carte de recharge Charge Plus. Je vais maintenant la passer devant le lecteur, brancher la voiture et voir combien de temps cette voiture va mettre pour atteindre les 80%. Démarrage de la recharge à 11h05, il y a donc une petite minute avec une batterie à 20%, batterie préchauffée à sa température optimale, donc on devrait pouvoir atteindre normalement la puissance maximale acceptée par la voiture, c'est-à-dire 150 kW. Ça grimpe, vous le voyez en bas à droite, on est à 145 maintenant, on devrait donc atteindre les 150 effectivement, sauf que la voiture pour atteindre les 80% m'annonce maintenant 34 minutes et pas 30 minutes, ce serait donc 35 si on tient compte de la petite minute qui vient déjà de passer. Voyons voir ce qui va se passer dans la suite. On est maintenant à 30%, on a gagné 10% en 3 minutes puisqu'il est 11h08. On est à la puissance maximale et même un petit peu au-delà puisqu'on est à 151,4 kW, vous le voyez, de puissance actuellement acceptée par la voiture qui demande toujours 32 minutes pour atteindre les 80%, ce qui fait qu'on serait toujours à 35 minutes au lieu de 30 pour passer de 20 à 80%. Si c'est le cas, ça va être vraiment très très long. Et pendant que la voiture recharge, je vous rappelle que Total Energy est partenaire du programme Power Goodies. Vous voyez la petite affiche derrière moi, ici à ce hub de recharge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une application Power Goodies qui est entièrement gratuite. Chaque fois que vous rechargez, chaque fois que vous quittez rapidement un emplacement, lorsque la recharge est terminée, vous gagnez des points. Et qui dit gagner des points, dit obtenir des récompenses. Et comme c'est totalement gratuit, un petit conseil, téléchargez l'application. C'est très ludique, c'est très sympa. L'application Power Goodies, disponible dans l'App Store pour Apple, le Play Store de Google également si vous avez un téléphone sous Android. Et voilà, les 80% sont atteints à l'instant et bonne nouvelle, il est 11h33. On n'a donc pas mis 30 minutes, mais 28 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie. Alors 28 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie, dans l'absolu, ça reste une valeur qui est assez élevée, mais c'est moins que ce qui est annoncé, et donc ça c'est quand même une petite bonne nouvelle. Notez enfin, pour être tout à fait complet, que de série ou en option selon les finitions, la Leaf vous offre la possibilité d'alimenter grâce à la fonction V2L des appareils électriques externes grâce au port de recharge auquel vous allez brancher un adaptateur avec une puissance acceptée de 3,6 kW. Voilà qui peut être extrêmement pratique. L'ouverture du haillon, elle est manuelle ou électrique selon les finitions et le coffre, il offre jusqu'à 437 litres avec la banquette arrière en place, c'est pas mal. Banquette arrière fractionnable 60-40 entièrement rabattue. Le volume disponible passe à 1052 litres. Dans ce coffre, on va retrouver une tablette rigide, un crochet de chaque côté, de l'éclairage de chaque côté également, une alcôve à gauche dans laquelle vous pourrez glisser le câble de recharge, c'est bien vu, 4 crochets d'arrimage dans le sous-coffre, c'est-à-dire un dans chaque coin, et puis un plancher amovible en 2 parties, et sous le capot, pas de frunk, malheureusement, on l'a vu, pas de coffre avant, dommage, mais le câble de recharge a sa petite place réservée à l'arrière, c'est déjà ça. Dans la suite de cet essai, je m'installe au volant et je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Nissan Leaf. Il y a pas mal de choses à dire. En attendant, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Je dirais que ça fait partie des petits bémols de cette voiture qui ne vous conviendra sans doute pas si vous êtes grand ou si vous avez surtout de grands adolescents. Installés donc à l'arrière. Pourquoi? Regardez, le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90 et voilà ce que ça donne. Derrière, j'ai du mal à caser les pieds. J'ai du mal à caser les genoux également. Je dois les mettre de part et d'autre du siège avant et puis surtout si je me redresse j'ai les cheveux qui touchent le toit, ce qui n'est pas vraiment très agréable. Je me sens pas vraiment bien accueilli ici à l'arrière avec ma taille. Évidemment, si vous êtes plus petit, ça ne posera bien sûr pas de problème ou moins de problème à l'avant et ou à l'arrière. Concernant les équipements, on a ici un toit vitré électrochromatique par segment qu'on retrouve de série sur les 2 niveaux de finition supérieurs. On a 4 poignées de maintien, donc le conducteur a lui-même droit à sa poignée de maintien, c'est original, avec des petits crochets aux places arrière. Et puis si on descend encore au niveau des sièges, on parlera de ce qui se passe ici dans l'appui-tête du siège conducteur quand on sera sur la route. On a bien sûr les poches aumônières et puis on a entre les sièges l'arrière de la console centrale avec d'une part les buses de ventilation et puis 2 prises USB-C. On a un plancher plat, donc ça veut dire que la personne qui va s'installer à la place centrale, pour peu qu'elle n'ait pas les trop grands pieds, pourra les caser sans problème à l'arrière de la console centrale. Et s'il n'y a personne ici au centre, on peut déployer l'accoudoir central avec, dans ce cas, 2 porte-gobelets. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit concernant l'arrière sur cette voiture. On va maintenant passer à l'avant.
Bienvenue à bord de la Nissan Leaf. Alors moi qui ai déjà essayé son grand frère, le Nissan Ariya, eh bien je retrouve quelques similitudes, comme ses commandes affleurantes, incrustées sous le revêtement de la planche de bord. Il y a donc un style Nissan, une ambiance générale commune à ces deux voitures, un style qu'on ne retrouve pas par contre dans la Nissan Micra, qui est chouette, mais qui conserve pas mal, un peu trop sans doute, de l'ADN de la Renault 5 e-Tech, sa cousine technique. Concernant les matériaux, il y a quand même pas mal de plastique dur, il faut le dire, en partie intermédiaire, en partie basse, mais globalement ça présente bien. Et puis surtout, Nissan a évité l'emploi massif de piano black. Ouf, on en a juste un petit peu sur les portières. Vous verrez ça dans un instant, ce qu'on aurait pu d'ailleurs largement éviter. Les assemblages semblent réalisés avec soin, rien à dire sur ce point, et l'ergonomie est également au rendez-vous. C'est d'ailleurs un gros point positif dans cette voiture, avec pas mal de commandes physiques et donc autant d'accès direct à des fonctions de base comme le choix des modes de conduite, l'activation de la conduite à une pédale, la désactivation de l'affichage tête haute, et puis pas mal de choses qu'il est possible de commander aussi depuis le volant, depuis les boutons physiques sur le volant via l'écran instrument. Je vous en reparle dans la suite. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur qui ici est clair? C'est une option gratuite. Vous pouvez l'avoir en foncé également. Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description de l'intérieur de cette Nissan Leaf. Sur la portière conducteur en partie haute, on retrouve la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande et le verrouillage centralisé. En partie basse, le vide-poche qui n'est pas équipé d'un fond antidérapant, c'est dommage. Sur la planche de bord à gauche du volant, il y a pas mal de choses. La fonction auto-hold, vous le voyez, le frein de parking électrique, le maintien dans la voie, l'ouverture du coffre, l'activation, désactivation de l'affichage tête haute et le volant chauffant sur les finitions qui en sont équipées. Et puis en partie basse, le déverrouillage du capot. Le volant, il est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver le volume et les aides à la conduite. Et puis à droite, la commande vocale, le téléphone et la navigation dans les infos de l'écran instrument. Alors ça se passe comment? Eh bien c'est très simple. On a tout d'abord une navigation horizontale avec différents menus qui sont disponibles. Là, on était sur la navigation par exemple. Eh bien on a également le média en cours de lecture, les aides à la conduite, les réglages. On revient sur la petite maison. Ensuite, on a les données de l'ordinateur de bord. On a également la pression des pneus. Et puis, on revient sur la navigation. Alors, l'air de rien comme ça a déjà l'air un peu complet, mais pas tant que ça. Sauf que si on rentre dans le détail, si on va par exemple du côté des réglages, eh bien, je peux rentrer dans les réglages. Et là, je peux tout régler. Réglage de l'ESP, l'aide au conducteur, affichage tête haute, réglage éco, la pression des pneus, les réglages véhicules. Si je rentre dans les réglages véhicule, j'ai le haillon électrique, éclairage, verrouillage, essuie-glace, etc. Donc il y a énormément d'options qu'il est possible de régler via cet écran instrument. Ça veut dire en baissant simplement le regard et en gardant les mains sur le volant. Ça, c'est vraiment génial. On va revenir sur ce qui était affiché au départ, à savoir ici la navigation. Donc vraiment gros point positif pour ces commandes disponibles directement via les touches physiques sur le volant, via l'écran instrument. Derrière le volant, on a les palettes pour la récupération d'énergie, on en reparlera sur la route, les commodos également, avec à gauche les clignotants et les phares, à droite les essuie-glaces à l'avant uniquement, il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière sur cette Leaf. Face au conducteur, derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces en finition d'entrée de gamme, 14,3 pouces sur les finitions supérieures, plus en arrière l'affichage tête haute ou pas, suivant la finition choisie. Ici, on en a bien un avec un affichage pas très grand et perso, je trouve ça pas mal, les affichages tête haute façon écran de cinéma. Très peu pour moi, je trouve que c'est source de distraction. Ici, c'est plutôt discret avec les informations de base, la navigation également, etc. Au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement qui lui aussi mesure 12,3 pouces en finition d'entrée de gamme. Ici, 14,3 pouces sur les finitions supérieures. On en reparlera dans un instant. On détaillera son contenu et bien sûr, on simulera comme habituellement le trajet vers Marseille. Sous l'écran, des commandes affleurantes liées au chauffage et à la climatisation. C'est là aussi qu'on peut commander les sièges chauffants aux deux extrémités. À gauche, on a le bouton de démarrage et entre les aérateurs centraux, en dessous de cette ligne de commande, les feux de détresse, la commande station ou plage précédente ou suivante et l'appel du menu caméra. La fonction mute également est présente à cet endroit. Plus bas encore, le sélecteur de sens de marche à gauche et puis à droite, le sélecteur de mode de conduite, personnel, sport, standard et éco, c'est du classique. Et puis tout à droite, l'activation de la conduite à une pédale appelée e-pédale chez Nissan. On en reparlera là aussi sur la route.
il y a aussi un petit bémol. Entre les sièges, un premier rangement ouvert, le double porte-gobelet ensuite, et puis 2 prises USB-C et plus haut, un espace de recharge par induction pour smartphone et sous la coudoir qui s'ouvre vers l'arrière, un espace de rangement qui n'est pas très vaste et qui n'est pas non plus recouvert de feutrine ou d'antidérapant, c'est dommage. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance correcte, sans plus. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Nissan Leaf. Et vous le trouvez comment cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, avant de démarrer et que je vous livre mes impressions, après une semaine au volant de cette voiture, eh bien, place au système d'infodivertissement, un système d'infodivertissement et un habillage d'écran que je trouve particulièrement réussi. C'est frais, c'est lumineux, c'est coloré, je trouve ça vraiment sympa, tout en restant très très classe d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi dans les commentaires. On est ici sur l'écran de démarrage, accessible via la petite maison ici en dessous. On a un système de tuiles que vous pouvez faire défiler, vous pouvez organiser ça comme vous voulez également. Voilà, on revient en arrière. On a à gauche l'heure. On a également les petites notifications ici. Ici, on peut rentrer dans un premier menu paramètres. Ici, les réglages rapides, voilà, c'est pas mal. Et puis ici, la commande vocale également. On revient en arrière, vous voyez que tout ça est extrêmement réactif. C'est une bonne chose. En partie inférieure, ici, température, conducteur, passager. On peut rentrer dans le menu climatisation également. Des commandes toujours disponibles vers la navigation, vers la musique, le média en cours de lecture. Ici, Apple CarPlay, Android Auto, le petit bouton maison. Le menu de la climatisation, voilà, ça se passe ici. Avec ici accès également aux applications. Les dernières seront forcément situées en partie haute, dernières utilisées. Et puis on peut descendre et on voit qu'on peut télécharger par exemple YouTube dans cette voiture également pour regarder des petits films, des petites vidéos, celle de Charging Station par exemple, durant vos sessions de recharge. Je rappuie ici, voilà. Quand on rentre un petit peu plus dans les détails des menus, ici on a le menu électrique par exemple, véhicule électrique avec toutes les possibilités en termes de réglage, programme de charge, refroidissement de la batterie, chauffage de la batterie, énergie disponible, etc., etc. On peut régler ici la limite de charge au quotidien. On va revenir en arrière, on va aller un petit peu plus à droite, voilà, ici les applications, ici le téléphone connecté, en l'occurrence le mien, etc., etc. Vous voyez, c'est super fluide, c'est très agréable. J'aime beaucoup le visuel de cet écran qui cadre bien, qui colle vraiment très très bien avec ce qu'on retrouve ici derrière, à savoir l'écran instrument. Je trouve que ça forme un beau panel comme ça qui est très agréable à regarder. Dites-moi là aussi ce que vous en pensez. Bon, si on allait faire un petit tour du côté de Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, allons-y. Marseille, je l'ai déjà encodé. Alors, on part avec 39% dans la batterie et la voiture nous propose 1, 2, 3 arrêts de recharge. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est le timing de ces arrêts de recharge. On va regarder ça. Alors, on a un 9,89% qui va prendre un petit peu plus d'une heure ici du côté de l'église. Un 9,57 du côté de Couternon, c'est 36 minutes. Et puis ici, un 10,81, 56 minutes, ça me semble quand même beaucoup ces temps de recharge. Je trouve ça un petit peu étonnant. Voilà, 9,57 en 36 minutes, c'est quand même beaucoup. Voilà, je suis assez étonné. Alors le nombre d'arrêts est très raisonnable, 3 arrêts certainement si je pars avec 39% dans la batterie, mais la durée des recharges, ça colle pas trop avec ce que moi j'ai expérimenté, à savoir le 20-80 en 30 minutes. Voilà, ici ça colle pas trop, donc un petit peu étrange, mais pour le nombre d'arrêts, franchement, moi je signe dès demain, 3 arrêts avec un départ à 39%, ça c'est vraiment convaincant. Et on va revenir sur l'écran de démarrage, voilà, avec ce beau petit visuel, c'est très très sympa. Je vais maintenant démarrer et je vais vous livrer sur la route mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, pas le choix, il faut pousser sur le bouton de démarrage. Dommage, on s'en serait bien passé. Et avant de démarrer, que faut-il faire d'autre, histoire de voyager sereinement, comprenez, sans tous les bips insupportables? Eh bien, rappelez vos réglages préférés, évidemment. C'est possible dans cette voiture et très facilement en plus via ce bouton qui appelle un menu. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur OK et vos réglages personnels sont appliqués. C'est donc le même système que le MySafety Perso de Renault que j'adore et à l'usage, c'est vraiment un régal, d'autant plus qu'ici on a le bouton carrément sur le volant. Chez Renault, c'est sur la planche de bord. Ici, on peut garder les mains sur le volant, tac tac, et c'est réglé. Génial.
Dès le deuxième niveau de finition en Belgique, les sièges avant et le volant sont chauffants. Des sièges qui mélangent tissu et cuir synthétique dès le troisième niveau de finition et qui sont en cuir synthétique intégral sur le dernier niveau de finition, la version essayée cette semaine, toujours en Belgique. Dans cette voiture d'essai, on a l'option cuir synthétique beige avec accent violet, une option gratuite, c'est déjà ça de prix. Les sièges avant sont réglables en hauteur, ça c'est sur toutes les finitions, mais les réglages électriques, c'est uniquement sur la finition supérieure, avec également la fonction de massage et le soutien lombaire électrique. Et là, c'est le top. Mention spéciale pour le réglage en hauteur de l'avant de l'assise qui va permettre aux grands gabarits comme moi d'avoir les jambes idéalement soutenues. Bon, du coup, je viens d'activer les sièges massants, il n'y a pas de mal à se faire du bien. En matière d'aide à la conduite, cette voiture est richement équipée dès la finition d'entrée de gamme, c'est une bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo premier trajet consacrée à cette voiture, les aides à la conduite fonctionnent bien, avec un volant capacitif, un maintien dans la voie en ProPilot Assist, c'est-à-dire en conduite assistée qui produit des réactions très douces, très humaines entre guillemets, c'est vraiment convaincant. Seule l'alerte d'attention m'a semblé un poil trop tatillonne cette semaine, mais ça n'a pas duré longtemps, puisque comme on peut l'inclure dans les fonctions à désactiver automatiquement via le menu personnalisable, bon ben il n'y a pas de problème, ça disparaît. Quel plaisir au volant, c'est vraiment la bonne surprise de cette semaine d'essai. Cette Leaf repose sur un châssis qui est très volontaire, on prend à son volant un plaisir confortable, on va dire, avec des relances qui sont vives, une direction qui est très bien calibrée. Alors pour moi, les suspensions auraient pu être un rien plus rigide pour davantage coller aux capacités du châssis de cette Nissan Leaf, mais au quotidien, franchement, le surplus de confort, il est aussi très appréciable. Bref, c'est très agréable, chacun devrait pouvoir y trouver son compte et on se sent en sécurité en plus au volant et globalement dans cette voiture, c'est un très bon point. Vous l'avez peut-être entendu dans ma vidéo premier trajet, si les bruits de roulement sont bien maîtrisés dans cette voiture, on ne peut pas tout à fait en dire autant des bruits aérodynamiques qui, eux, sont en rien trop présents. Elle est donc un poil trop bruyante à haute vitesse. Attention, pour une voiture électrique, comprenez que si vous venez d'une voiture à moteur thermique, vous allez dans tous les cas la trouver bien plus silencieuse, mais c'est pas la plus silencieuse des voitures électriques. Un mot concernant l'installation audio, une installation Bose à 9 haut-parleurs dans cette voiture en finition supérieure, dont un haut-parleur dans l'appui-tête conducteur, qui peut donc par exemple discuter avec un interlocuteur au téléphone sans embêter tous les occupants de la voiture. C'est sympa et ça fait très premium. Et puis le son proposé par cette installation est très convaincant également. En entrée de gamme, par contre, vous devrez vous contenter d'un système plus basique, un système maison à 6 haut-parleurs. 10,8 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette Leaf, une valeur qui est dans la moyenne, mais au final c'est une valeur qu'on va oublier un peu au quotidien puisque dès la finition d'entrée de gamme, eh bien vous aurez droit à un système de caméra à 360 degrés qui est très performant. On peut seulement regretter que la définition des caméras ne soit pas un poil meilleure et que les angles morts aux quatre coins ne soient pas plus réduits, mais ce sont des détails. En matière de récupération d'énergie, la Leaf met le paquet, on peut le dire, avec 4 niveaux de récupération qui sont proposés via les palettes derrière le volant. Et à ça, on va ajouter la conduite à une pédale appelée e-pédale chez Nissan, une conduite à une pédale qui est activable facilement, on l'a vu, depuis la planche de bord. Et ce réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. C'est très bien. La distance d'ailleurs par rapport à la voiture qui précède en conduite assistée, eh bien ça aussi, ça reste en mémoire. Bon, jusque-là, le tableau est idyllique, sauf que cette conduite e-pédale, cette conduite à une pédale, n'est pas vraiment une conduite à une pédale puisque quand la fonction est activée, eh bien la voiture ralentit très fortement quand on lève le pied de l'accélérateur, mais elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Pour obtenir l'arrêt complet, vous allez devoir mettre le pied sur le frein et ça c'est un petit peu dommage. Alors je sais que certains n'y tiennent pas plus que ça, mais c'est toujours sympa d'avoir le choix. Ici vous n'avez pas le choix, l'arrêt complet, ce ne sera pas possible sans mettre le pied sur le frein. Sur cette finition supérieure, mais ce n'est pas le cas sur toutes les finitions, attention, j'ai droit au feu de route adaptatif. Tout est automatique, l'allumage, l'extinction et aussi, puisqu'ils sont adaptatifs, eh bien l'extinction d'une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez, tout en gardant les bas-côtés très bien éclairés, ce qui est un plus évidemment pour la sécurité. Un mot concernant l'éclairage intérieur, simple, on a un fin bandeau LED qui court d'une portière avant à l'autre en passant par la planche de bord sous la partie en tissu. Et vous pouvez évidemment choisir la couleur, simple et de bon goût.
L'autonomie théorique sur cette version, on est à 622 km en cycle mixte norme WLTP, version donc à grosse batterie. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille cette semaine, tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique, en se faisant plaisir. Cette semaine, il a fait entre 15 et 26 degrés. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 17 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser 400 km réels sur une charge complète dans mes conditions de parcours et météo de cette semaine. Et 400 km, c'est vraiment très confortable, surtout si on tient compte du fait que j'ai énormément d'autoroutes dans mes parcours du quotidien. Franchement, cette Leaf, elle coche pas mal de cases. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de cette Nissan Leaf en Belgique, en France et en Suisse, comme à chaque fois. Je vous mets tout ça ici. Il y a énormément de versions et de configurations, de combinaisons qui sont disponibles. Je vous mets donc à chaque fois, pour chaque niveau de finition, la version la moins chère, mais il y en a plein d'autres. Allez faire un tour sur le configurateur en ligne. Concernant cette voiture d'essai, on est sur une grosse batterie avec la finition supérieure Evolve. En Belgique, c'est 49 490 €, 49 490 €. On a 2 options, dont une gratuite. L'intérieur clair, c'est sans supplément. Clair ou foncé, vous choisirez. Et puis la peinture, le Luminous Teal, c'est 1000 € avec le toit noir. Total de la facture pour cette voiture en Belgique, 49 490 € plus 1000 € égale 50 490 €, 50 490 €. Surfez donc sur le site internet de Nissan qui correspond à votre pays, configurez votre Nissan Leaf idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers. Dans les deux cas, la formule est la même, c'est une formule tout inclus. Vous payez une mensualité qui est toujours la même du premier au dernier mois et à la fin du contrat, vous rendez la voiture et les clés et vous n'avez pas à vous soucier de la valeur résiduelle. Ça veut dire que chaque mois, vous payez évidemment un peu plus que si vous remboursiez un crédit, mais tout est inclus. Donc ça veut dire que tous les frais liés à l'utilisation de la voiture, l'assurance, les taxes, les pneus, etc. Eh bien, tout ça est inclus et lissé sur l'ensemble de la durée de mise à disposition de la voiture. À la fin, je le disais, vous rendez la voiture et les clés, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra cette voiture ou n'importe quelle autre que vous achetez aujourd'hui dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Autant de bonnes raisons d'aller faire un petit tour sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre, ça n'engage à rien. N'hésitez pas à comparer, faites vos petits calculs et vous risquez d'être positivement surpris. L'air de rien, en conclusion, cette Nissan Leaf, elle dispose de pas mal de qualités, des qualités qui sont très intéressantes. La plus importante, selon moi, étant l'ergonomie. L'ergonomie dans cette voiture est vraiment bien pensée et ça, je peux vous dire qu'au quotidien, ça va grandement vous faciliter la vie. D'autant plus que ce n'est pas la seule de ces qualités. Cette Leaf 2026 propose aussi des performances et un comportement très convaincant, ainsi qu'une autonomie réelle plus que suffisante. Parmi les bémols, on regrettera un intérieur un poil trop plastique, une conduite à une pédale qui ne va pas jusqu'à l'arrêt complet et un réel manque de place à l'arrière qui pénalisera les grands gabarits. Pour le reste, c'est une très très belle découverte, une voiture qui gagne à être connue. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Après une petite pause estivale que je vous souhaite excellente d'ailleurs, eh bien on se retrouvera comme promis avec la Cupra Raval, voiture que vous attendez avec impatience. Au mois d'août, avant la rentrée, eh bien on essaiera entre autres le X60, concurrent direct chez BMW de l'iX3 et chez Mercedes du GLC. À propos du GLC de Mercedes, je vous proposerai un grand format également, un long trajet vers le sud de la France, aller et retour à bord de ce Mercedes GLC, ça arrive dans les prochains jours sur Charging Station. Sinon, au mois de septembre, pour la rentrée, pas mal de nouveautés très intéressantes. On ira tout d'abord chez Zeekr avec la Zeekr 7 GT, dont je prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Chez Volkswagen, une vieille connaissance, renouvelée, remaniée. Il s'agit de l'ID3 en version Neo, qui corrige pas mal de choses. On verra qu'en termes d'ergonomie, là aussi, ça progresse. Et puis chez Skoda, on reste au sein du groupe Volkswagen. Chez Skoda, je prendrai le volant du Skoda Epic pendant une semaine. On verra tout ça au mois de septembre sur Charging Station. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité. Bel été
et à bientôt.